Bonjour, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous retrouver. On continue sur ABC Talk, une série d'entretiens, et je me fais un petit plaisir, voilà. Et j'espère que je vous fais un petit plaisir, c'est que j'aime dire merci. Je pense qu'on ne dit pas assez souvent merci, et j'ai peut-être croisé, moi, dans ma carrière, à la télévision, au théâtre, un peu partout, des gens qui m'ont donné du plaisir, du courage, qui m'ont accompagné. Et puis, parfois, la vie passe très très vite, on se croise, et puis on n'a pas le temps de se dire l'essentiel, voilà. Et je me suis dit, tiens, grâce à Marc Leval sur ABC Talk, sur tous les réseaux, vous pouvez retrouver cet entretien. Je me suis dit, ça serait pas mal, là, voilà, de revenir, non pas sur une grande chaîne de télévision, mais ici, voilà, dans un univers agréable, cosy, et dire merci à celles et à ceux que j'aime, que je connais un peu, que parfois je ne connais pas du tout, mais qui m'ont accompagné, et qui vous ont accompagné, ou qui vous accompagnent aujourd'hui. Et aujourd'hui, eh bien, je reçois quelqu'un que je ne connais pas beaucoup, que j'apprécie, je crois que c'est réciproque, et donc je vais dire merci à Sophie Forte. Merci à toi, Thierry. Ça va, Sophie? Oui, ça va très bien. Comment tu l'accueilles, ce merci? Mais avec grande gratitude. Mais c'est-à-dire que moi, quand on me dit merci, j'ai toujours tendance à dire « Oh, mais de rien » ou alors « Non, non, mais merci à vous ». Parce qu'en fait, on n'a pas tellement l'habitude qu'on nous dise merci. C'est tout à fait juste. Alors moi, j'essaie toujours de retourner les choses par pudeur, je pense. Ouais. Parce que ça me gêne. Alors je dis « Ah non, non, mais merci à vous ». Je renvoie la chose. Le truc est interminable. C'est interminable parce que l'autre va me dire mais non, merci à vous. Bon bref, voilà. Enfin, ça, au moins il y a un dialogue comme ça. Tu sais, ce qui me pousse à te dire merci, c'est merci pour ce que tu es, que je ne connais pas vraiment, mais que je devine, car on s'est croisés de temps à autre, comme Oui, ça. absolument. Et il y a comme ça des gens que vous croisez et qui vous laissent une bonne impression. Ça match, comme on dit. C'est vrai. On passe pas 3 heures ou 3 jours ensemble. On se sent à l'aise en fait. Mais on se sent à l'aise, Ouais. et quand on se revoit, on est content de se voir. Et puis moi, la Sophie Forte que je connais, c'est la Sophie peut-être comme vous, que j'ai connue à ses débuts de comédienne, et puis que j'ai retrouvée au fur et à mesure, et que j'ai suivi comme ça sur les réseaux, à travers ce qu'elle est devenue, ce que tu es devenu. Par rapport à tes débuts. Alors les débuts, on va les situer du côté de Lyon. Ah oui, les débuts c'est à Lyon. Je suis née à Lyon, dans une famille d'immigrés italiens. Et j'étais à la Croix-Rousse, voilà, j'étais très, très heureuse, je suis enfant unique. Et puis, comme après mon bac, j'avais très envie de faire du théâtre, d'écrire, mais que j'avais très très peur de quitter mon cocon familial et qu'en plus mes parents disaient « Ouh là 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 là, jamais de la vie », j'ai fait quelque chose qui me plaisait quand même beaucoup, j'ai fait de l'architecture d'intérieur. J'ai fait 4 ans dans une école d'archi, voilà. J'ai eu un joli petit diplôme, j'ai commencé à travailler pour un architecte. Et puis comme je faisais marrer tout le monde, mon patron m'a dit « Écoutez, vous devriez faire le clown ailleurs, parce qu'ici on ne travaille pas depuis que vous êtes là. » Je me suis dit « Bon, je suis en train de passer à côté de ma vocation décidément, je pars à Paris et je vais au cours Simon. » Je suis allée au cours Simon, voilà. Et quand il te dit aller faire le clown ailleurs, il te le dit avec sympathie? Ah oui, il était très sympa. C'était dérangeant? Non, il était très gentil. Et il m'a dit « Bon, écoutez, si vous réussissez pas à faire ce que vous avez vraiment envie de faire profondément, vous revenez, je vous reprendrai. Voilà. Mais allez tenter votre chance. » Il m'a dit « Vous avez 23 ans, c'est maintenant. » Et alors, à cette époque-là, pour faire du théâtre, il faut aller à Paris. C'est ce que je pensais. Puis j'avais aussi besoin d'indépendance. J'avais besoin de sortir de mon cocon familial. Voilà. Donc c'était la vraie aventure. Hein. C'était à l'époque. Alors je pars, voilà, toute seule, avec ma petite valise. Je prends une chambre de bonne. À l'époque, c'était même pire. C'était un hôtel très louche. D'ailleurs, j'avais une petite chambre pourrie là-haut au grenier. Je savais jamais s'il faisait froid ou chaud, s'il pleuvait, parce que j'avais une minuscule lucarne.
J'étais au 6e étage, bon, il se passait toutes sortes de trucs là-dedans. Et j'avais pris cette chambre, mais non, je voulais pas être toute seule. En fait, j'avais trop peur d'être seule dans un petit appartement. Je trouvais ça glauque, j'avais toujours vécu avec mes parents. C'était compliqué d'un coup d'être seule, difficile. Mais le glauque, là, tu l'as trouvé dans Alors, cet hôtel. Alors, c'était un glauque gay. Voilà, voilà. C'était un glauque. C'était animé, au moins il se passait des trucs, puis j'étais pas toute seule. Ah, c'est génial ça. Alors j'y suis restée assez longtemps, hein, jusqu'au jour où ma mère a découvert où je vivais, elle m'a enlevée, elle m'a arrachée de là, elle m'a mis dans un petit studio. Ouais, c'est quand même cette idée de Paris, ça a quand même bien évolué. Parce que moi qui vais jouer de temps en temps à Lyon, il se passe quand même pas mal de choses. Ah mais bien sûr, et aujourd'hui il y a la rue Blanche qui est à Lyon maintenant, ça a été délocalisé, c'est une école géniale pour devenir comédien, mais à l'époque il n'y avait pas tant de trucs, c'était quand même il y a 40 ans. Hein. Alors comment tu fais pour le cours Simon, quoi, tu tapes à la porte, comment ça se passe? Bah ouais, je tape à la porte, je dis comment on fait pour venir chez vous? On m'a dit bah faut passer une audition, puis il faut payer. Je dis bon bah d'accord, je vais faire les deux. Et puis j'ai passé une audition avec le Satyre de la Villette de René de Obaldia. Ah très bien. Je jouais Eudoxie avec un type qui faisait 2 mètres. Le duo parfait que j'ai revu d'ailleurs, Philippe Marx qui est un ami aujourd'hui. Et ben bon, moi j'ai été prise, voilà. Et alors comme je faisais marrer, ben forcément j'étais la comique de service parce que il disait qu'il manquait de comiques. Alors j'avais plein de rôles. Ouais, donc, évidemment. Et tu as commencé rapidement par rapport parce que je trouve qu'il faut du courage pour faire ce que tu as fait. C'est-à-dire que tu es quand même architecte d'intérieur et ça ne va, on en reparlera tout à l'heure, mais ça ne va pas te quitter Ah non, j'adore. ce métier. Ah oui. C'est une vie assez complexe que la vie de Sophie Forte. C'est pour ça que j'aime et que je vais lui dire merci parce que il faut du courage pour faire ce que tu as fait par rapport notamment aux emplois auxquels on te destinait. Oui, alors bien sûr, je fais marrer. Bon, j'aime ça aussi, hein, il n'y a aucun problème. Après, en revanche, quand j'ai passé mon concours de fin d'année, je suis allée dire à la directrice que je voulais faire quelque chose alors, j'avais un truc de Ionesco qui était très drôle et j'avais aussi, je voulais faire une scène plus émouvante. Alors, j'avais envie de jouer Maud dans Harold et Maud. Elle me dit, c'est complètement casse-gueule, pourquoi choisir ça? Je dis, mais parce que j'adore ce personnage. Et puis j'avais un petit ami à l'époque qui était le Harold parfait. Et je voulais jouer avec lui. Donc voilà. Et on a eu le premier prix tous les deux. Avec Harold et Maud. Je jouais déjà une vieille dame de 80 ans. On y reviendra tout à l'heure en parlant de Madame Dolto. Oui, mais c'est génial. Et là, je me suis dit, wow, c'est super en fait. Je peux faire d'autres trucs. Enfin, je peux faire autre chose que faire rire en fait. Ça marche. C'est ça qui c'est incroyable. On a toujours envie de changer de registre. Je me souviens, j'avais eu le plaisir d'accueillir Jacqueline Maillan. Et Jacqueline Maillan, sur la fin de sa vie, s'était tournée vers un théâtre un peu plus austère, un peu plus... et c'est compliqué parce que parfois on laisse une trace. On est, comme tu dis, la rigolote de service. On est le type qui joue des rôles très très sérieux. Et alors, ça y est, t'es catalogué, t'es mis dans une case. Et c'est difficile. Et ça, tu vas réussir à le faire. Tu vas réussir à modifier le cours du fleuve. Oui, mais après beaucoup d'efforts, je me bats contre ça. C'est assez français, cela dit, hein, parce que je suis allée beaucoup dans les pays étrangers, notamment en Angleterre, aux États-Unis. Un comédien peut faire plein de choses sans qu'il soit forcément catalogué. Mais bon, ici, c'est comme ça, on est dans des cases et c'est comme ça. Puis il y a aussi le complexe du comique, c'est-à-dire que le comique, il n'est pas toujours très bien considéré. On ne peut pas dire d'un comique, c'est un grand comédien. Le grand comédien, il doit émouvoir, il doit arracher les tripes, c'est ça le grand comédien. Le comique, c'est le rigolo, quoi. Ouais. En fait, le grand comédien, il doit pouvoir, ce qui avait surpris tout le monde, sauf l'intéressé, Coluche. Exactement, avec Ciao Pantin. Voilà, d'un coup, on se dit « Oh, quel comédien !» Mais avant, il avait fait des choses formidables et c'est très dur de faire rire. Voilà, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est moins valorisant. Voilà, c'est moins valorisé et c'est moins valorisant. Alors que c'est très difficile et que... Et là, tu décides, toi, de petit à petit de bifurquer.
Ouais, mais c'est difficile de modifier le cours du fleuve, hein, Oui, bah, d'autant plus que j'ai été très connue pour mes sketchs à la télé et à la radio, et qu'après ça, ben, j'ai dû arrêter parce que j'étais vraiment, j'arrivais pas à m'en sortir en fait. Et j'ai arrêté alors que ça marchait super bien, mais je voulais plus. Quand tu dis j'ai arrêté, c'est à un moment donné, tu as dit Bah, c'est-à-dire que j'étais humoriste, donc je faisais des one-woman shows. ouais, J'en ai créé 5 quand même en 15 ans. Et puis je faisais beaucoup de radio. J'ai travaillé donc avec Laurent Ruquier pendant longtemps. Je faisais des sketchs, des chansons. Après, j'ai travaillé avec Christine Bravo, avec Michel Drucker, avec Patrick Sébastien. Je faisais plein de sketchs en fait. J'étais tout le temps à la télé et j'étais vraiment la rigolote, quoi. J'étais très emprisonnée là-dedans. Et puis la solitude en scène me pesait beaucoup aussi. J'avais vraiment envie de partage. Moi, j'ai envie, j'adore jouer avec d'autres, j'adore les émotions qu'on partage, que ce soit la peur ou les succès. C'est merveilleux quand on est en troupe, enfin, quand on s'entend bien évidemment, mais c'est formidable de partager tout ça. c'est intéressant ce que tu dis dans le fait de faire des sketchs ou d'être seul en scène. J'ai la sensation, je l'ai eu aussi en étant à la télévision, quand on n'est pas dupe. Tu as C'est eu ça, cette sensation-là? complètement. Complètement. J'avais cette sensation-là et j'avais l'impression d'avoir été un peu embarquée dans quelque chose qui ne me ressemblait pas tout à fait. Et comme ça marchait très bien, bah forcément, je restais. D'abord, je gagnais très bien ma vie, ensuite j'étais reconnue. Alors c'est difficile de lâcher un truc qui marche, hein. Quitter la proie pour l'ombre, c'est toujours la même histoire. Ouais. Mais j'étais pas bien. Et je le sentais profondément. Ça se voyait pas parce que je faisais bien mon job. Mais moi, j'étais pas bien. J'avais envie de bifurquer. Surtout que le rire à tout prix, c'est extrêmement astreignant. C'est vachement difficile, en fait. Ouais, Les gens viennent rigoler, ils viennent vous voir pour rigoler. ouais. Et dès qu'on essaie de faire passer quelque chose de différent, c'est difficile. C'est la difficulté du métier, surtout au théâtre, où tu sais qu'il y a un effet. Mm. Si tu l'as raté, c'est terminé, quoi. Oui, Tu ah ne peux bah, pas bien y sûr. revenir, hein. Ah non, c'est fini. Donc là, tu te dis, mon Dieu, là, ça n'a pas marché et tout. Donc, et on passe au suivant, Mm. etc. C'est tout jouer un rôle dramatique, c'est déjà plus subtil. C'est-à-dire que, bon, si tu fais pleurer, c'est génial. Tout le monde n'est pas obligé de pleurer, donc tu gardes l'émotion. Oui. Mais l'humour, faut pas se rater, Faut quoi. pas se rater. Alors l'humour en solo, c'est le ping-pong avec le public. Et si le public renvoie pas la balle, qu'est-ce qu'on fait avec la balle? C'est très compliqué. Ouais. Mais il faut vraiment qu'il y ait cette voilà, Tu, interaction permanente qui est difficile. Ouais. tu vas voir aujourd'hui les seuls en scène, les one-man shows. Comment tu vis ça? Moi, après, je te dirai comment je perçois les choses par rapport à ce ping-pong. Moi, je ne suis pas toujours pour le ping-pong. Oui, J'aime beaucoup cette idée du quatrième mur. oui, oui, ben oui, moi aussi, oui. Bah oui, je vais voir, bien sûr, je vais voir des gens, je regarde aussi beaucoup de choses sur Internet. Bon, après, il y a aussi le fait que on a eu toute une période où faire rire, c'était aussi égratigner les gens. C'était méchant un peu. Alors, déjà, rien à cirer, il y avait des moments limites, hein. Ouais. Ça, Il y a- c'était l'émission avec Laurent Avec Ruquier. Laurent Ruquier sur France Inter, on recevait des gens qui n'étaient pas toujours très contents parce qu'on les égratignait et parfois, enfin, c'est très difficile la limite en fait entre faire rire et que ce soit bienveillant et que d'un coup ça bascule vers quelque chose de beaucoup plus rentre dedans et piquant et appuyé là où ça fait mal. Et il y a des gens qui ne le vivaient pas bien et moi ça me mettait mal à l'aise parce que c'est pas dans ma nature de blesser les autres. J'aime pas faire rire en blessant moi. Je préfère qu'on rie de moi d'ailleurs. Alors du coup, ça me mettait parfois un peu en porte-à-faux. Bon, et il y a beaucoup d'émissions qui sont comme ça, où les comiques se sentent obligés de rentrer dedans. C'est pas un humour qui, moi, me convient. Tu as remarqué le nombre de spectacles où on interpelle le spectateur. Oui, oui, bah oui. Est-ce qu'il y a des chauves dans la salle? Est-ce qu'il y a des Stéphanois dans la salle? Et j'ai souvent envie de dire, parce que si je te proposais une masterclass, tu vois, ça serait intéressant. Fais ton truc. Ouais. Laisse-nous rentrer dans ton univers. Mm. Voilà, c'est
ne me demande pas si je suis accompagné de... Elle est pas mal, Oui, bah, c'est un peu Moi, racoleur et on sait que ce sont des trucs, des vieux trucs qui marchent, plus ou moins. Alors c'est un peu racoleur, ça rassure, c'est des trucs, quoi, c'est des ficelles, mais c'est effectivement pas... Ça t'intéresserait de donner des cours, de faire voilà, une masterclass Ah bah oui, moi, j'adorerais. voilà. J'adorerais ça, oui. Ouais, comme ça, voilà, je fais passer le message. Je suis Oui, sûr que tu oui. serais un excellent professeur. Est-ce qu'on a vu, je t'aurais bien fait une petite surprise, tiens, à propos de la famille. Ah, Ouais, ouais, je vais demander à Marc s'il veut bien nous montrer deux personnes que je crois oh, mes petits parents, ils sont mignons. Bah oui, ils sont partis les deux. Ouais. Ils sont partis. C'est pour ça que j'ai écrit la valise, parce qu'ils sont dans la valise maintenant. Alors, Je les ai mis dans la valise, comme ça ils sont encore un peu vivants. justement, on parlera tout à l'heure de Panique sous les tropiques, c'est ton nouveau roman. Oui. Bah, c'est même pas un roman, c'est autobiographique. Oui, totalement. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette valise? Il y a mes parents. Il y a toute ma famille, ils sont tous là. C'est 80 ans d'histoire de ma famille. Il y avait vraiment des personnages incroyables dans cette famille. C'était tous je dirais pas des caricatures, mais c'était des personnages avec des personnalités vraiment tout à fait atypiques, avec des histoires incroyables. Mon père, il est devenu artiste peintre, très reconnu, il vendait dans le monde entier. Il n'a jamais quitté son canapé. Il était en pyjama, il peignait dans le canapé, il regardait des films d'horreur et il peignait des trucs bucoliques à l'aquarelle, tout en voyant le sang qui giclait presque sur la toile. Il était là, il peignait. C'est vrai? Oui, il avait un don. Alors il peignait des trucs incroyables, très beaux. Et en même temps, il s'en fichait complètement. Lui, ce qu'il voulait, c'était boire son rouge, fumer ses clopes et regarder la télé. Alors Et ça a été un artiste reconnu? Ah oui. Ah, mon père, ma mère a ouvert une galerie à Lyon pendant 15 ans. Elle a tenu 18 ans. Elle a tenu la galerie de papa, elle vendait ses œuvres. Comme ça, si les gens savaient. Mais oui, mais c'est complètement fou. Et donc, c'était un ours, mon père. Il n'allait pas au vernissage, il guettait dans la rue derrière, il regardait. Il se cachait, il regardait, il fumait, il regardait les gens rentrer, sortir. Il regardait s'ils avaient l'air contents ou pas. Ça, c'est incroyable. Ouais, c'était un personnage incroyable. Et Voilà. ma mère était géniale. Ma mère, elle faisait tout pour lui. Elle était commerciale. Ma mère, elle vendait. Elle était marrante. Alors, elle était pas du tout d'un milieu aisé. Hein. Elle avait démarré ouvrière. Bon, bref, elle tirait les chapeaux dans les usines. Mais elle s'adaptait très, très bien. Alors, elle parlait bien et tout. Elle s'habillait bien. Elle se faisait les ongles, tout ça, les petits talons. Et puis, elle vendait les tableaux. Elle disait, oui, c'est remarquable, c'est mon mari, tout ça. Elle vendait tout. Elle était géniale. Et lui, il continuait à regarder ses films Et d'horreur. lui, il regardait ces trucs terribles et il peignait des machins bucoliques avec des petits oiseaux. Le soleil, la mer. Et il y a d'autres personnages. S'il y avait un personnage, si j'ouvre la valise, Ouais. Tante Z, tu sais, Tante Z. lequel tu sortirais, Tante Z. c'est-à-dire? Ma tante, on l'appelait Z, j'ai jamais su pourquoi. Tante Z, elle avait un chien éternel. Elle avait un chien qui s'appelait Géry. Dès qu'il crevait, elle prenait le même exactement, elle l'appelait Géry. Je sais pas combien elle en a eu. Elle avait des chignons qui faisaient 20 cm de haut. Ah. Et comme elle avait été traumatisée parce que son premier mari s'était barré la veille du mariage, elle parlait comme ça. Elle avait une voix complètement cassée. Elle était complètement... Alors elle était comme ça, elle était pleine de bijoux, très maquillée. Elle avait toujours des robes avec des fleurs, pas possible. Elle avait un magasin de vêtements. Elle habillait des femmes énormes. Énormes. Et elle était tellement charmante, les femmes achetaient tout. Parce qu'elle disait, vous êtes ravissante. C'était horrible. Vous êtes très jolie. Les fleurs vous vont très bien. C'était affreux. Ça faisait bravo, c'est superbe. Prenez-en 3. Les gens prenaient. Et elle avait ce petit chien tout le temps. C'était Géry. J'en ai connu plein des Géry. Je ne sais pas combien j'en ai eu. Alors, ça, tu sais, ça me rappelle le Viager. Oui. Le Viager J'adore ce avec film. Michel Serrault. Oh, il faut que je le revoie, c'est un film génial. Et ben, Michel Serrault, il a un chien comme ça. Oui. Et donc, il y a Kiki, c'est Kiki. Oui. Kiki 1, Kiki 2. Mais c'est ça, mais oui. Kiki Ça me 3. revient, mais bien sûr, mais comme Tante Z. Comme Tante Z. Géry 1, Géry 2, Géry 3.
Et donc ça a eu du succès la valise, hein. Bah oui, ça marche encore, hein. J'en vends beaucoup et puis j'ai de la chance parce que je les vends après mes spectacles et les gens aiment bien emporter un petit souvenir. Ah ouais. Voilà. Maintenant, je voudrais qu'on parle de ce roman. C'est celui qui suit la valise, Panique sous les tropiques. Mm. Alors, j'ai reçu un invité il n'y a pas très très longtemps, que j'embrasse, Frédéric Zetoun. Oui, j'ai vu l'interview. Très Et sympa. j'ai commencé l'entretien, je lui ai dit, est-ce que si je te dis que tu ne devrais pas être là aujourd'hui, donc je vais te poser la même question. Mm. Est-ce que tu as failli ne pas être avec moi ici Ah sur oui. ABC Talk? Plusieurs fois d'ailleurs, mais enfin celle-ci était peut-être la bonne, hein. Oui, oui, j'ai failli mourir vraiment J'avais 25 ans. J'étais partie à Nouméa pour un voyage voilà, d'agrément. Et je me suis retrouvée, bon, c'est une histoire complètement saugrenue. J'avais pris un bateau pour aller me balader dans les îles. Alors on devait aller à l'île des Pins, tout ça, bon, bref, on devait partir pour quelques jours. Et cette photo de dingue. Elle est importante, cette photo. Très importante, parce que c'est le jour où j'ai été sauvée. Et sur ce bateau, donc on part pour plusieurs jours, sur ce bateau, j'ai très mal à ma jambe droite. Et je sens une douleur, mais horrible dans ma jambe droite. Et donc je dis au skipper, donc il y avait un couple de Japonais, le skipper et moi. Et je dis au monsieur, écoutez, c'est bizarre, j'ai hyper mal dans la jambe. Il me dit, oh, bah, vous avez marché sur un poisson-pierre, ça arrive tout le temps. Ici, c'est dans le sable, vous marchez pieds nus, pique, et puis après, c'est ankylosé, mais ça va passer. Je dis, mais non, c'est bizarre, j'ai pas marché pieds nus, j'ai vachement mal. Bon, il s'en fout, on continue d'avancer, et puis 2 heures plus tard, le moteur prend feu. Non. Ouais. Alors le gars, bon, il y avait de la fumée noire qui s'échappe du moteur, moi, ma jambe qui commence à gonfler. Bon, il nous dit, allez sur l'îlot là-bas, je vous donne le petit gonflable, et puis moi je répare le moteur et je viens vous rechercher. Alors me voilà avec les Japonais, on rame, on va sur l'îlot. Nous voilà sur l'îlot, les 2 petits partent en s'embrassant un peu loin, et moi je ne peux pas marcher, j'ai tellement mal, et je me mets sous un palmier, et je suis là, et je commence à avoir de la fièvre, je suis à moitié crevée, quoi. Et ça ne va pas du tout. Et alors au loin, que vois-je? Des gens à poil, avec des boas, des chapeaux haute forme, en train de s'embrasser, de rouler dans les vagues, de faire des photos assez érotiques. Et je me dis, oh la vache, je suis morte, c'est le paradis. Ça y est, enfin, j'y suis. Après, je me dis, non mais attends, je rêve, c'est pas possible, c'est un mirage. Et puis, il y a un type qui me montre au loin, il y en a un qui arrive, un moustachu avec l'accent du Sud. Oh, petite demoiselle, qu'est-ce que vous faites là, sous le palmier? Vous prenez le frais? Je dis, monsieur, ça va pas du tout, j'ai très très mal à la jambe. Oh, c'est rien, ça c'est le poisson de pierre, on met le pied dessus. Je dis, non, non, mais je vous assure, on m'a déjà dit ça. Ouais, non, viens, viens, on va faire la fête, viens, je suis avec les copains. Il me prend, il me porte et il m'amène, il me met un boa autour du cou. Là, je sais pas, j'avais une palme dans la main. C'est moi, sur la droite, sur la droite, oui. Et je commence à faire le gland dans l'eau avec les gens et tout. Et puis je me dis, mais qu'est-ce que c'est complètement fou cette histoire. Et au bout d'un moment, je suis allée voir les poissons, enfin, c'était incroyable, c'était magnifique, les gens étaient très drôles, on rigole. Et puis au bout d'un moment, ça va vraiment très mal. Et là, je dis, écoutez, je me sens vraiment pas bien. Là, je crois que j'ai du mal à respirer, j'ai mal à la tête, enfin, il y a un problème. Et ah ouais, ça, c'est pas le poisson de pierre, ça. Je vais vous emmener à l'hôpital. Alors, il laisse ses copains sur l'îlot, il prend le bateau. Il m'emmène à l'hosto, sauf que la nuit tombe. Alors, on ne trouve pas la passe dans la barrière. Alors, finalement, on arrive à l'hôpital à 4 heures du matin. Et là, on me fait une phlébographie, on me dit que je vais mourir parce que j'ai fait une embolie pulmonaire. Donc, j'ai un caillot qui est en train de monter dans le poumon et qu'on ne peut pas me sauver. Donc, je dois appeler mes parents pour leur dire adieu. Ça, alors, j'ai ma mère au téléphone et je lui dis, maman, je m'en vais. C'est la dernière fois que je te parle, je voulais vous dire que je vous aime et que vous avez été des parents merveilleux, j'en aurais pas voulu d'autres. Voilà ce que j'ai à vous dire avant de partir. Et je raccroche et là, bon, bah, évidemment, je me mets à hurler. On m'emmène dans une petite pièce, je suis toute seule, il y a des gens qui meurent autour parce que l'hôpital n'est pas équipé, c'est un hôpital militaire, il y a 3 fois rien. Là, tu as quel âge? J'ai 25 ans. Tu as 25 ans.
Et le Michel, là, le gars qui était donc qui m'avait recueilli, Qui ressemble à Magnum, hein, on va dire. C'est complètement Magnum. Voilà. Ah oui, ça aussi d'ailleurs, ça a ajouté un peu à mon trouble, parce que je vois arriver Magnum en slip. Je me dis, ouh, ça va très très mal. C'est génial. Là, je suis au bout du bout. Là, tu dis, c'est le paradis, c'est quoi? C'est Oui. l'enfer avec Major et le paradis avec Magnum. C'était vraiment surréaliste. Mais ce fameux Magnum, il a été génial. Parce que, alors, pour tout vous dire, en fait, il se trouve que cet homme a été merveilleux. Il s'est occupé de moi. Je suis restée 1 mois à l'hôpital. Ouais. Pendant 1 mois, le médecin venait tous les jours. Il disait, je comprends pas. Je comprends pas, vous devriez être morte. Je comprends pas. Je sais pas. Je sais pas, je comprends pas. Voilà, bonne journée. Et il repartait. Oh là 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 là. Le lendemain, il venait. Vous êtes encore là? Bah forcément, vous êtes là. Je comprends pas. Voilà. Et puis il ressortait. Alors, Et donc tu étais seul dans cette, t'es toute seule. dans cette chambre avec un personnel plus ou moins dévoué, Bah, oui. mais sans trop de moyens. Bah, il faisait ce qu'il pouvait. Puis alors en plus, comme il n'y avait pas de place, il m'avait mis au 4e étage, là où il y avait vraiment que dalle. Alors bon, bah, c'était vraiment les moyens du bord. La chambre était pourrie, c'était hyper vétuste, il y avait des cafards comme ça. Magnum m'avait apporté une petite lance avec une télé. Et il m'avait apporté, il n'y avait pas de Ouais, télécommande, une lance pour changer les chaînes. Et il y avait un petit pic au bout et je piquais les cafards avec. C'était mon grand jeu, c'était la chasse aux cafards. Donc j'essayais de viser et niac, je les éclatais sur le mur. Alors là on va redevenir sérieux parce que pour moi, ce livre, c'est bien sûr, c'est un roman, c'est autobiographique, mais c'est plus que ça. Voilà, moi, je pense que tu me dis si je me trompe, c'est un parcours initiatique. Totalement. Totalement parce que du coup, j'ai pris conscience de beaucoup de choses, c'est-à-dire que toutes les choses dont on n'a pas conscience à 25 ans. On se croit immortel, on croit qu'on peut perdre tout notre temps à faire n'importe quoi, à s'autodétruire même, c'est très sympa. Ouais. Et puis moi je faisais beaucoup tout ça, hein, la fête, picoler, machin, je savais pas trop ce que j'allais faire, l'archi, bon, bof, Cours Simon peut-être, pourquoi pas, tout ça. Et puis finalement, Tu venais de te séparer. je Là venais de aussi, me séparer de et ça quelqu'un te pesait quand que même, j'aimais hein. beaucoup, que j'adorais même, que j'avais rencontré au Cours Simon. Et là, tout à coup, tu te retrouves dans ce lit, et c'est une espèce j'ai envie de dire, de voyage Oui, immobile c'est ça. que tu vas faire à travers un livre, et tu t'attends pas à ce qu'on t'offre ce livre. Marc C'est Aurèle. c'est Magnum, hein, qui t'offre ce... Oui, oui, c'est Magnum qui m'apporte plein de bouquins et qui m'apporte Marc Aurèle, que je découvre là, Incroyable. avec des paroles philosophiques qui m'accompagnent justement, qui me font réfléchir. Et puis forcément, quand on... Mais que parfois tu remets en doute. Oui, assez souvent même. Je me moque beaucoup. C'est ma façon de me préserver. Mais oui, jusqu'au bout, c'est-à-dire que jusqu'au bout, je me suis demandé si j'allais pas mourir. C'est pas comme si, voilà, on a une opération, on reste à l'hôpital, et puis après, on nous dit, bon, bah voilà, ça s'est bien passé, vous restez 15 jours. Là, tous les jours, on se demandait si j'allais me réveiller le lendemain, puisqu'on ne comprenait pas pourquoi je survivais à cette embolie. Parce qu'il n'y avait pas de scanner, en fait, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Ah ouais, Alors, un beau jour, ils ont décidé de me ramener à Paris, parce qu'ils ne pouvaient pas me garder bien ad sûr. vitam. On m'a envoyé un petit médecin de Mondial Assistance, je suis rentrée. Et à Lyon, on m'a enfin fait ce fameux scanner qui a montré que j'avais fait une embolie pulmonaire, mais que mon corps avait fait passer le sang dans un réseau collatéral dans le dos. C'est miraculeux. C'est miraculeux. Ouais. Mais je vais revenir à cette chambre parce que ça va devenir un univers, hein, que tu vas te construire en fait, Oui. avec un palmier, avec Oui. la petite télé, avec les cafards, avec des personnages plus ou moins sympathiques. Oui. Tu dis des choses que je trouve... Parce que tu tiens un petit journal intime. Oui, et le truc génial, c'est que j'ai retrouvé ce journal et que donc la jeune Sophie parle dans le livre et puis celle d'aujourd'hui le commente en fait. Il y a mes impressions de l'époque en fait. Mais qui sont très intéressantes dans ce que ça provoque chez toi. C'est-à-dire que je ne suis pas étonné de te retrouver comme je te retrouve aujourd'hui. Comme si
ça avait quelque part changé ta vie. Oui, oui, mais ça a changé ma vie, ça a changé ma vie. C'est surtout que ça m'a donné l'envie de... Ça m'a enlevé une certaine peur. Je veux dire, quand on pense qu'on va mourir pendant un mois et qu'en fait on ne meurt pas, après, quelle autre peur, enfin, à part celle de perdre les proches, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ça? Je veux dire, après, j'avais quasiment plus peur de rien, en fait. C'est là que j'ai osé me lancer dans le métier, faire tout ce que j'avais envie de faire, les voyages de partout. Je suis allée parce que je me suis dit, mais vis, quoi, voilà, regarde, on t'offre, c'est comme on t'offre un deuxième ticket. Allez, vas-y, tu peux refaire un tour. Je vais te lire dans ce journal intime. J'ai 25 ans. Bon, là, t'as pas un gros moral, hein. Non, il y a eu... Et qu'ai-je fait de ma vie? J'ai perdu énormément de temps à me prendre la tête pour rien. Toutes ces angoisses inutiles qui m'ont empêché d'être heureuse. Et ai-je seulement été capable de rendre quelqu'un heureux? Même pas mes parents. Mon père s'obstine à trouver la vie glauque et ma mère à faire comme si elle était belle. Je n'ai encore rien réalisé de concret. Après des études d'architecture d'intérieur à Lyon, j'ai tout plaqué pour faire les cours 6 mois à Paris. N'importe quoi. Mais qu'est-ce que je crois? Que j'ai du talent? Que tout Paris m'attend? Je vis de rêves et de chimères, je rate toutes mes histoires d'amour, je fais souffrir ce pauvre Jean-Philippe, c'est celui qui t'accompagne au début Oui. et qui t'aime toujours. Je suis nul, voilà tout. Et peut-être qu'il est préférable en effet que la terre soit débarrassée d'une créature telle que moi. D'ailleurs, je peux claquer d'un instant à l'autre, hein. C'est peut-être pour ça qu'on est si gentil avec moi, parce qu'on sait que je vis mes derniers instants. Non, je dois pas penser des choses comme ça. On est gentil avec moi parce qu'il y a des gens gentils, et que je suis sympa, et jeune, et toute seule, et effrayée. Oh, quelle galère. Là, Ça résume parfaitement tout ce que je ressentais à l'époque, ouais. Voilà, et alors donc, tu me dis en quoi ça a modifié ta vie de comédienne, de femme, par rapport à tes enfants. C'est à partir de là que tu réorganises. Oui, je réorganise les choses parce qu'en plus, je me suis fait une petite liste, comme une liste de courses en fait. Je me suis fait une petite liste de toutes les choses que j'avais envie de faire si je ne mourrais pas. Ah, c'est génial. Voilà. Alors j'ai fait une liste et puis je crois que j'ai presque tout coché. Et ça commençait par quoi? Tu te souviens de cette liste? Bah, ça commençait par devenir comédienne et autrice. Ouais. Enfin, à l'époque, on ne disait pas autrice, on disait Ouais, auteur sans ouais, E. ouais. Et puis avoir des enfants. Et puis voyager beaucoup dans le monde entier. Ouais. Et puis rencontrer l'amour, bien sûr. Bon, ça, on en reparlera. Mais enfin... non, mais je l'ai rencontré. Hein. Bien sûr, bien ça sûr. ne veut pas dire qu'il est resté, mais je l'ai rencontré. Mais qu'est-ce qui... Oh, alors si ça, c'est pas l'amour de ta... Ah, c'est l'amour de ma vie. Mon nia. Comment il s'appelle? Nia. Nia. Oui. D'accord, mais il est énorme. Oui, énorme. Il est énorme. Mon bébé. C'est une chatte, en fait. Elle dort avec moi la nuit. Ouais. C'est div. Il y a son petit cou dans le mien. On est bien toutes les deux. Quelle merveille. Ça apporte alors un apaisement incroyable. Ouais. Et beaucoup d'amour, parce que mes filles, elles sont grandes. Alors quand j'essaie de les embrasser, elles fuient un peu. Bon, j'arrive quand même à les choper de temps en temps, hein, mais ça fait... Alors qu'elle, pas du tout. Elle vient et elle attend mes bisous. C'est div. Tu vois, c'est même parfois presque que mieux que le coup d'un homme ou d'une femme. En ce moment, je trouve ça mieux. Tu vas te réveiller. Je changerai peut-être d'avis un jour, mais pour le moment, ce coup poilu me convient parfaitement. Bon, revenons à ce métier d'architecte d'intérieur. Parce que là, on a pas mal discuté. Tu fais des choses incroyables. Je ne sais pas, mais... Tu sais, moi j'ai deux mains gauches. Moi j'ai deux mains gauches. Moi on m'appelle Butterfinger, tu vois. Et toi, dans ton appartement, mais tu as fait des choses incroyables. Bah, j'ai eu la chance, ça c'est une grande chance. Quand ma maman m'a sortie de mon fameux hôtel là, elle m'a mis dans un petit studio. Bon, et puis un jour elle s'est dit quand même. On va aider Sophie, parce que déjà, aujourd'hui c'est très cher Paris, mais à l'époque c'était aussi pas possible de s'acheter un appartement quand on avait 23 ans, 25 ans et qu'on gagnait rien, quoi. Moi je gagnais, je travaillais chez Roubelli, je vendais des tissus le matin et je faisais clown à domicile les mercredis et samedis et je faisais n'importe quoi en fait. Et je gagnais pas assez pour acheter quoi que ce soit à Paris.
Alors, ma maman m'a acheté un studio. J'ai eu beaucoup de chance, elle a été adorable. Elle m'a acheté un petit studio dans une rue que j'adorais, dans le Marais. Et ma chance, c'est que dans ce même immeuble, j'ai pu acheter, moi, 4 autres appartes autour du studio, sur 3 niveaux. Alors, évidemment, j'ai tout transformé, j'ai cassé, j'ai réagencé. Et puis, je me suis éclatée avec ça. Voilà, et puis du coup, je fais des chantiers pour d'autres copains maintenant. Je fais des chantiers. J'en ai 2 en cours en ce moment. Ouais, c'est vrai. J'ai une équipe géniale, il faut dire, des Paraguayens formidables. Ouais, ils sont super. Tu fais des chantiers? Je fais des chantiers. J'adore faire des chantiers, c'est ma passion. C'est ma passion. J'adore réinventer l'espace. J'adore dessiner. Moi, je suis Madame Gain de place. Je trouve tous les endroits où on peut mettre des placards, des machins cachés, des trucs, pour que ça ait l'air plus grand. Alors, je casse et je refais, et les gens aiment bien. Ça, alors, tu vois, ça, c'est un don, parce que dans ma vie, à chaque fois que j'étais avec des spécialistes, moi, je rentre dans un appart et je vois des murs, voilà. Et puis, il y a le spécialiste, toi, par exemple. Bon, tu vois, si on abat ce mur, tu vois, là ça fait un grand salon, etc. Voilà. Alors que moi, et tu oui, vas faire des choses. C'est une projection, puis c'est l'imaginaire aussi. Mais chez toi, tu fais des spectacles. C'est pousser les murs. Ah, je fais des spectacles clandestins, dans ma cave. Parce qu'un jour... il y avait un trou. Non mais là, écoutez ça, parce que c'est extraordinaire, parce que c'est ça qui est merveilleux Et pourquoi je dis merci à Sophie, c'est parce qu'elle nous prouve que, voilà, tout est possible. Oui, voilà, il n'y a pas que la télé dans la vie, il n'y a pas que le métier d'artiste ou de comédien. Heureusement non. On peut avoir d'autres plaisirs. Et le tien, donc, tu vois, il est quoi? Il y a un petit trou, non, mais parce que quand j'ai acheté le dernier appartement, qui est au-dessus de mon premier studio, qui est aujourd'hui la chambre d'une de mes filles. Il y a un petit trou dans la cave, parce que j'ai une cave qui va, donc je bénéficie d'une nouvelle cave, qui est donc à côté de 2 autres que j'ai déjà. Donc je demande à l'architecte de l'immeuble si j'ai le droit de casser pour avoir une vraie grande cave. Il me dit d'accord, donc on fait les travaux, on fait tout ça. Une fois qu'on a fini, je me rends compte que dans le mur de la nouvelle cave que je viens d'acquérir, il y a un petit trou. Alors je me dis, tiens, c'est curieux ce trou. Alors je mets mon balai dedans. Et il rentre entièrement. Mais je me dis, c'est fou ce trou. Les pierres du Marais sont quand même pas aussi larges. Enfin bon. Alors je rappelle le type, je dis, monsieur, il y a un trou. Il y a un trou dans mon mur. Il me dit, vous êtes folle, arrêtez. Je dis, non, il y a un petit trou, je vous jure, j'ai mis un balai dedans. Il me dit, mais quelle idée de mettre des balais dans les trous. Enfin, voyons. Je dis, mais je vous assure, c'est vide derrière. Il y a sûrement un truc caché, il faut ouvrir. Et il me dit, bon, je reviens. Alors, il vient. Moi, j'avais prévu quelqu'un avec une massue. Hein. On a pété le mur, qui n'était pas un gros mur, en fait. Et on est entré dans une cave secrète qui était entièrement murée, qui fait à peu près 28 mètres carrés, qui est très haute de plafond. Moi, j'avais ma lampe torche avec mon balai. C'était Indiana Jones, quoi. J'arrivais, il y avait des araignées partout. C'était tout pourri. Ça n'avait pas été ouvert depuis jamais, d'ailleurs. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est que cette cave. Et alors, elle est un peu en longueur. Alors, j'avais l'impression qu'on n'arrêtait pas d'avancer. C'était complètement dingue. Et puis, moi, finalement, voilà, je l'ai acheté à l'immeuble et c'est ma cave aujourd'hui. Alors, je l'ai entièrement rénové, bien sûr. J'ai beaucoup investi dedans. Hein. Maintenant, il y a un parquet. J'ai tout nettoyé. J'ai mis des IPM au plafond. Tout va bien. J'ai fait une scène. Parce qu'il y avait une trappe, en fait. Et je pensais que dedans, il y avait le trésor de Rackham le Rouge. Alors, on a ouvert la trappe. Et, qu'est-ce qu'il y a dans la trappe? Il y a un autre escalier. Non. Qui descend. Alors, sûrement aux catacombes. Ah là là, mais c'est incroyable. Ouais, alors on l'a un petit peu déblayé, parce qu'il était bien enseveli. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, les squelettes, tout ça, je suis pas sûre que ça traumatise pas mes enfants. On va peut-être arrêter de creuser. Et donc là, maintenant, tu fais des spectacles de temps en temps. Je fais des trucs dedans, ouais. Des spectacles, des lectures. Ça dépanne beaucoup de copains qui se rôdent avant de jouer dans des salles, des vraies salles. Ah, c'est bien. Mais il y a des projecteurs, il y a une scène, et puis il y a une petite régie derrière. Non, mais tu te rends compte, depuis qu'on a commencé à discuter, qu'on est parti de Lyon,
Oui, et maintenant on est dans la cave. Et Quel parcours! C'est génial. non, mais c'est formidable. Est-ce qu'on a, on a d'autres photos à te proposer? Je sais Ah, pas. bah, Là, tu sais, on va se laisser guider. ah, mes Alors petits copains, ça c'est important ça. mes petits chéris. Alors tu peux me donner les noms et puis après Alors nous avons donc Christine Gagnepin, que vous voyez là Quel à nom? mes côtés, qui est une comédienne Quel nom, mais exceptionnelle. quel nom? Oui, ah bah, elle a un nom génial en Non mais plus. Gagne-Pain, là, Gagnepin. franchement, c'est exceptionnel. Gagnepin. C'est une femme exceptionnelle d'ailleurs, il n'y a pas que le nom. Elle est absolument géniale. D'abord, c'est une amie très chère, on s'entend à merveille, et alors surtout, elle est excellente comédienne. Elle est magnifique. Et à côté, nous avons notre copain Stéphane Giletta, qui est formidable. Il joue en ce moment d'ailleurs une pièce au Petit Marigny, Un gène entre nous. Et il joue aussi le dimanche au Théâtre Le Pic, une pièce qui s'appelle Aïe Aïe Aïe. Bon, ça s'appelle pas Aïe Aïe Aïe, mais en tout cas, il vous joue. avez été réunis dans un spectacle exceptionnel et on est vraiment ici sur ABC Talk pour parler de Françoise Dolto. Eh oui. Lorsque Françoise paraît. Oui. Qui est un spectacle que tu as promené. Tu promènes encore un peu de temps en temps? Absolument, et on espère bientôt le remonter à Paris. J'en dis pas plus parce que c'est pas sûr, mais on aimerait beaucoup. Si vous n'avez pas vu ce spectacle, allez-y, parce que vous avez 3 comédiens exceptionnels et je vais vraiment, tu n'oses pas me regarder, Sophie, parce que je vais lui dire que ce que tu fais est exceptionnel. C'est-à-dire que tu joues le rôle de Françoise Dolto et tu arrives à faire une composition depuis l'enfance jusqu'à la fin, jusqu'au départ de Françoise Dolto. Et c'est très fort parce que tu nous expliques le parcours de cette femme. Et je ne voulais pas en parler, mais moi, puisque j'ai tourné récemment un film où je raconte mon enfance, j'ai retrouvé... Vu et qui est formidable d'ailleurs, je tiens à le dire. Alors c'est moi qui vais te dire merci, mais j'ai retrouvé dans les propos de Françoise Dolto des choses qui me parlaient sur le travail de cette femme qui va enfin considérer que le bébé, comme disait Brazelton, le bébé est une personne. Absolument, le bébé est une personne, mais ça vient aussi du fait qu'elle a été, elle, maltraitée pendant son enfance. Elle a été parfaitement maltraitée, Françoise. Elle avait une mère qui était très perturbée psychologiquement. En plus, sa grande sœur est morte, alors que Françoise avait peut-être 8 ou 9 ans. Sa grande sœur est morte. Sa mère, ça l'a rendue encore plus folle. Et elle a été très très dure avec Françoise. Et Françoise a tout de suite compris qu'il y avait un problème. Il y avait un problème dans la façon dont sa maman se comportait. Et elle a en plus dû s'occuper de ses petits frères parce que sa mère en était bien incapable. Et donc très vite, elle a été, je dirais, hypersensible à tout ça. Parce qu'elle s'occupait de ses frères, donc elle avait déjà une empathie et quelque chose de parfaitement maternel alors qu'elle était très jeune. Et par ailleurs, elle était maltraitée par une mère qui ne se comportait pas bien avec elle, et du coup, elle sentait bien que ce n'était pas le bon chemin pour éduquer un enfant. Mais comme elle avait déjà énormément de recul, alors qu'elle était petite, et c'est ça qui est extraordinaire chez cette femme, elle avait une maturité incroyable. Au lieu de haïr sa mère et de se mettre en porte-à-faux avec elle, elle a été dans l'empathie. Elle a essayé déjà de comprendre le problème et de le décortiquer en quelque sorte. Ça fait qu'après, elle a eu une compréhension beaucoup plus approfondie des rapports humains et notamment des rapports parents-enfants. Et elle a voulu en parler, elle a voulu développer ça parce qu'elle sentait qu'il y avait beaucoup de failles dans l'éducation. Elle voyait bien que déjà, les parents frappaient leurs enfants beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui peut-être, en tout cas elle a certainement changé quelque chose. Les violences éducatives ordinaires, la fessée, la gifle. La fessée, la gifle, tout ça, bon voilà, ça rentrait parfaitement dans les mœurs. Et puis considérer l'enfant comme étant finalement quasiment pas un être humain jusqu'à ce qu'il sache peut-être parler ou écrire, je ne sais pas. Et ça c'était pour elle complètement aberrant parce qu'elle s'était beaucoup occupée de ses petits frères qui étaient des nourrissons, des bébés, et elle voyait bien que l'enfant réagissait déjà aux paroles
et au geste, voilà, Et il y a bien une qu'il scène, soit tout petit. il y a une scène merveilleuse où Françoise Dolto, donc, qui exerce déjà dans son cabinet, elle accueille des parents adoptants. Et Oui, là, il y a une scène merveilleuse qui fait penser à ce que Brazelton dira, quoi. oui, C'est-à-dire que les parents sont vraiment avec le bébé dans le bras, oui. dans les bras, sans savoir quoi faire, quoi. Mais il Et hurle, il veut pas manger, il hurle tout le temps. Et le père, il est toujours en colère avec ce gamin parce qu'il comprend pas, parce qu'ils l'ont adopté et donc du coup, il se demande comment s'y prendre avec ce gamin, lui. alors, Il qu'est-ce qu'elle dit exactement à ce dit, moment-là? dites-lui les mots justes, il faut parler vrai. Il faut dire à l'enfant, on est tes vrais parents adoptifs et tu as aussi des parents géniteurs. Voilà, et nous, bah, c'est nous qui allons t'éduquer, nous sommes tes vrais parents adoptifs et tu es notre vrai fils adoptif. Voilà. Et nous t'aimons. Voilà. Nous t'aimons. Et là, je reprends. Dites-lui. Oui. C'est ce que Françoise Dolto dit. Oui. Allez-y. Parlez-lui. Et le gars dit, mais je ne vais pas parler à un bébé. Il Parce faut, que hein. pour lui, c'était aberrant de parler à un bébé, parce que d'après le père, le bébé comprenait absolument rien. C'est pas Et la tout peine à de lui coup, parler. le père dit, ah, il m'a souri. Voilà. Et d'un coup, le bébé est apaisé, on lui parle, on lui dit des mots vrais, des mots justes, comme disait Dolto, parlez vrai. Et alors, du coup, bah, il cesse de crier. Non, tu es formidable dans ce personnage, et Françoise Dolto était formidable puisqu'elle arrive à resituer dans une émission qui était célèbre Ouais. avec Jacques Pradel, Ouais. elle arrive à se resituer elle-même en disant, bon, bah, je vous dis pas que dans la famille Dolto, c'est exceptionnel, Mais hein. oui. Bon, une petite claque, une petite, ça peut arriver, etc. Oui, oui, oui. Mais c'était vraiment ça a bouleversé la vie des parents. Tout à fait. Mais elle n'était pas donneuse de leçons. Elle considérait pas qu'elle avait la science infuse. Elle essayait juste d'améliorer les choses parce qu'elle voyait les failles. Et je comprends tellement, quand on voit qu'il y a des dysfonctionnements, on a envie d'aider. Elle recevait beaucoup, au départ, elle a été pédiatre, elle recevait beaucoup d'enfants à l'hôpital. Et elle voyait bien que ces enfants, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas parce qu'on ne leur parlait pas vraiment bien. Il y avait des petits garçons qui faisaient pipi au lit parce que leur papa était parti à la guerre. Elle analysait ça en disant, mais tu sais, tu fais pipi au lit, tu refais pipi au lit parce que tu as peur que ta maman te demande de prendre la place de ton papa. Alors toi, tu veux lui montrer que tu es toujours un petit garçon et que tu ne peux pas assumer une famille. C'est formidable. C'est génial, elle avait des raisonnements qui étaient tout à fait brillants et en même temps très simples, évidents. Des évidences, mais il fallait y penser. Il fallait avoir le recul et l'empathie nécessaire. Tout en ayant été, je ne vais pas dire exclu, mais avec Jacques Lacan, Ah oui. ils étaient mis un petit peu sur oui. le côté. Hein. Elle a été très décriée, hein, de toute façon. Elle l'a été jusqu'à encore aujourd'hui. Hein. On dit des trucs pas possibles sur Dolto. Il y a des gens qui ont complètement trafiqué ses écrits, ses paroles. On l'a traité de pédophile. Enfin, il y a des choses de dingue autour d'elle. Et alors, ce qui est très, très touchant, c'est qu'on aborde Carlos. Oui, son fils, que j'ai bien connu. Et elle dit, mais qu'est-ce que vous avez avec Carlos? Qu'est-ce qu'il y a? Il fait rire, il apporte du bonheur aux gens. C'est vraiment un spectacle. Si vous le reprenez, c'est formidable. Ah bah je rêve de le reprendre. Les gens aiment beaucoup, ça les touche, ils sortent, ils sont très heureux. Et puis ils ont envie de redécouvrir la parole de Dolto aussi. Ça leur donne envie de lire. Il y a plein de gens à la sortie du spectacle qui me disent « Ah, mais on a trop envie de relire ses livres, d'écouter ses émissions. On ne se rappelle pas de tout ça, mais c'est vrai, ça c'était passionnant. Donc ce serait génial qu'on puisse continuer, parce qu'au moins pour elle, enfin pour nous, parce qu'on adore le jouer et que pour moi c'est un rôle génial. J'oublie de dire que c'est Éric Bu qui a écrit la pièce. Absolument. Et mis en scène. Et là, on retrouve la petite Sophie, ça te permet Ouais. Parce que voilà, il y a le petit Thierry et puis il y a la petite Sophie qui s'amuse. Tu es formidable. Tu sais quoi, je vais te livrer une série de mots comme ça, tu vas réagir dessus. Ok. Hein? Si je te dis cafard. Bah alors, il y en a deux. Il y a deux sortes de cafards. Il y a alors celui que j'ai tué, celui que je tuais quand j'étais dans ma chambre d'hôtel, pas d'hôtel, je confonds avec les cafards qui étaient dans ma chambre d'hôtel à Paris. Je suis poursuivie. Qui étaient dans ma chambre d'hôpital. Alors ceux-là, avec ma lance. Et il y a le cafard
qui est plus interne, Ouais. plus personnel, et qui, malheureusement, est jamais très loin. Il faut se méfier du cafard parce il guette. Ouais. Voilà, il faut tout faire pour qu'il ne prenne pas du terrain. Parce qu'il vient, il grignote. Ouais. Donc, C'est moi, insidieux. c'est insidieux. Ouais, Et ça peut vous prendre à n'importe quel moment. Le matin, il n'y a pas de raison et le cafard arrive. Et il est là, bonjour. Alors, il faut apprendre à le chasser. Miac. Clac. Ouais, clac. Qu'est-ce qu'un bag? Un bag, c'est un bon ange gardien. Alors, le bon ange gardien, en fait, c'est-à-dire que Françoise Dolto, elle pensait qu'elle avait un ange gardien. Je crois qu'elle avait tellement souffert dans sa jeunesse et elle s'était sentie tellement seule qu'elle avait eu besoin de s'inventer un personnage imaginaire qui la comprenait, qui l'accompagnait, etc. Et donc, elle avait inventé ce qu'elle appelait son bag, son bon ange gardien, qui était voilà, un ange qui veillait sur elle, à qui elle parlait, et voilà. Et donc, elle disait qu'elle l'avait gardé toute sa vie et que quand elle l'appelait, qu'elle lui demandait des choses, c'était exaucé. Alors, bon, bah, c'est cool, hein. Tu as un bag? Moi, j'y crois, moi. Ah ben moi, j'ai un bag qui bosse à Donf, hein, parce que comme il m'arrive tout le temps des trucs pas possibles, il est très, très occupé. Et Est-ce d'ailleurs, je le remercie, il a beaucoup de boulot. Tu sais qu'il n'y a pas très très longtemps, tu as assisté à la projection du film. Oui. Je suis né à 17 ans. Tu n'étais pas encore arrivé. Eh bien, connaissant pas bien l'endroit, je salue le directeur du cinéma où le film était projeté. Et puis, j'ai pas fait attention. Et en partant sur la droite, il y avait un escalier. Et je ne sais pas, vraiment, Mais non, t'es tombé dans ah, l'escalier. mais non, je suis pas tombé. J'ai réussi à. Et je me suis dit, j'ai été rattrapé. Là. Oui, On m'a c'est dit, ça, non, c'est non, la c'est pas main. le moment, c'est Non, pas non, le arrête, moment. fais pas le con. Là, on va projeter ton film, c'est pas le moment d'aller te vautrer. Non, on va pas te laisser faire ça. Hein. Ah, lui aussi, il bosse à plein de tubes, alors. Je vois. Ah, il y a un mot qui m'a intrigué là dans ce livre, dimanche. Ah, je hais les dimanches, Ouais. comme disait cette merveilleuse chanson. Bah, le dimanche, en fait, moi, j'aime pas tellement la solitude, je l'avoue. J'ai eu beaucoup de mal à vivre seule et comme je n'aimais pas la solitude en scène, je n'aime pas non plus être seule chez moi. C'est un jour particulier. Je ressens les mêmes choses que toi. Le dimanche, à Lyon, par exemple, quand j'étais enfant, tout était fermé. Il n'y avait rien. On se baladait dans les rues désertes. C'était d'une tristesse absolue. Heureusement, à Paris, je suis dans un quartier où le dimanche, c'est très animé. Ça bouge, ouais. Ça bouge. Mais quand on va en province le dimanche, ou même à la campagne où il ne se passe rien, moi, ça, ce sont des choses qui m'angoissent terriblement. Même si je ne vais pas forcément descendre pour faire le truc dans l'animation, mais je sais que c'est là. C'est ça qui me rassure. Faudrait le supprimer. Le dimanche, le oui. dimanche. Oui, il faudrait le supprimer. Ah, bah, voilà. oui, vu que tout le monde bosse le dimanche maintenant, de toute façon, on s'en fout. Bon, ça c'est bien. Non, mais le Seigneur ne va pas être content avec ce que je dis. Est-ce que Marc Aurèle continue à t'accompagner? Ah, mais Marc Aurèle, oui, continue à m'accompagner. Je crois que j'ai gardé ce petit bouquin de pensée, d'ailleurs. Je dois l'avoir quelque part. Parce Ouais. qu'il y a cette phrase changer ce qui ne peut pas être. Oui, avoir la sagesse d'accepter ce qui ne peut pas être changé. Ah, je ne sais plus maintenant. Ah ouais, je te piège inutilement. Ouais. En tout cas, lisez Panique sous les tropiques. Le courage de changer ce qui peut l'être, Ouais. la sagesse d'accepter ce qui ne peut pas l'être, et un autre truc, ça va me revenir. On va saluer Michel. Ah bah alors le Michel. Alors c'est la fin du livre, mais tant pis, je le dévoile, je l'ai retrouvé. C'est fou. Je l'ai retrouvé 40 ans après. Magnum est là. Magnum est toujours là, il est beau comme un cœur. Et alors, il parle toujours comme ça. Alors, je l'ai retrouvé parce que, un truc de dingue. Non, mais ça, c'est vraiment un truc de dingue. Je viens de terminer l'écriture de Panique. Mais il n'est pas publié encore, je viens juste de l'écrire. 2 jours après, je reçois un petit message sur Messenger. « Bonjour, je suis le fils de Magnum, comme vous l'appeliez à l'époque, qui vous a sauvé la vie sur un îlot à Nouméa. Voilà mon numéro de téléphone, si vous voulez joindre mon père. » Le truc de fou, parce que moi, je l'avais recherché, ce Michel. J'avais fait des recherches à Nouméa pour le retrouver.
Parce qu'à l'époque, quand on s'est séparés, on s'est écrit un peu, puis il n'y avait pas Internet et tout ça. Puis bon, la vie, on s'est perdu de vue, quoi. Voilà, lui, il s'était remarié, il a eu 2 enfants. Enfin, je sais pas, on n'a jamais après cherché à se retrouver. Mais quand j'ai cherché à le retrouver, il n'était plus à Nouméa. Et pour cause, parce qu'il a maintenant un hôtel à Cannes, l'hôtel Bellevue. Il faut absolument y aller parce que vous verrez Magnum, qui n'a pas changé. Il y a des gens qui lui écrivent sur ça, au truc de l'hôtel en disant je suis venu dans votre hôtel, je vous ai reconnu, vous êtes dans Panique sous les tropiques. C'est vous le héros. C'est génial. Ah ouais, c'est une belle génial. histoire. Et il a fait il a écrit un joli texte. Oui, Voilà, très où, mignon en derrière. gros, voilà, Très elle m'a drôle. laissé tranquille pendant 33 ans et voilà qu'elle me retrouve à Cannes et que je me retrouve le héros de son prochain bouquin. Je crois que je vais retourner à Nouméa pour avoir la paix. Ah non, c'est... Bon, est-ce qu'on a vu tes filles? On a vu tes enfants? Je ne sais pas si on a vu tes Je ne sais enfants. Parce pas, que non, je tu as, crois tu as pas. combien de filles? J'ai 2 filles. Tu as deux Oui, filles avec Nina qui et Ottilie. tu voyages énormément. Alors ça, c'est Ah, voilà pas... Dolto encore. Ouais, non, ça, c'est pas tes filles, ça. C'est voilà, Non, c'est mes copains. ouais. Euh, Donc en tout cas, on a la passion des voyages. ouais, ça c'est... Nous partons tout le temps partout. Et alors ce qui me fascine, c'est que tu es allé au Galapagos. Non, je suis allée à Komodo voir les dragons. Tu as vu les relents? Oui, j'ai emmené les filles voir les dragons. C'est d'énormes bestioles de 4 mètres de long, avec des têtes atroces et une espèce de langue hyper longue et fourchue. Puis alors vraiment, ils mangent n'importe Et quoi. ils bouffent tout, ouais, ça fout vraiment les jetons. Ah ouais, c'était très drôle. Mais on a fait des trucs super. Là, cet été, on a nagé avec des raies manta, avec des tortues. Ouais, non, moi, toutes Tu mes m'as dit que économies ça aussi, ça t'a bien aidé, les voyages. Ah, mais moi, ça m'a sauvé de tout. Ça m'a sauvé de tout. De tout. Aller voir ailleurs ce qui se passe, rencontrer d'autres gens, d'autres façons de vivre, d'autres façons de penser. Ne plus me focaliser sur mes petits machins. Ça me sauve. Et ça apprend à tes filles. Ah, mais les filles, ça les a fait grandir beaucoup aussi. Ouais. Bien sûr. Et puis le fait de vivre, c'est pas seulement d'aller découvrir les autres, c'est aussi de se retrouver nous, parce que curieusement, quand on voyage toutes les trois, c'est comme s'il n'y a plus maman et les enfants, on est toutes les trois, trois aventurières. Donc voilà, on aime bien aller vivre chez les gens, on aime bien mélanger un peu, se faire un joli petit hôtel et puis après aller dans des familles. C'est super. Et on est toutes les trois dans l'émerveillement de la découverte et du coup, ça aussi, c'est un lien fort qui nous rapproche beaucoup. Ça fera une prochaine jolie valise. Ah oui, oui, bah, alors le prochain, je n'avais pas encore mes filles, normalement c'est crise cardiaque au Ladakh. C'est là où j'ai failli crever au nord de l'Inde, à 5800 mètres. Et après, il y a agonie en Patagonie, quand j'ai passé le Cap Horn en voilier. Vous voyez, voilà pourquoi je voulais dire merci à Sophie. C'est formidable, c'est vraiment formidable. Alors maintenant, moi je vais m'éclipser, parce que comme j'ai commencé par te dire merci, je voudrais que toi tu dises, s'il vous plaît, à qui tu veux. Tu regardes juste devant toi, voilà, voilà. Oui, j'avais oublié ça, j'ai pas prévu, mais je vais dire ce qui me vient. Vas-y. Eh bien, s'il vous plaît, sachez dire merci plus souvent. Parce que finalement, quand on dit merci, il y a plein de choses qui nous apparaissent qu'on n'avait pas vues. Par exemple, on peut aussi se dire merci à soi-même. Parce qu'on fait plein de trucs bien, en fait, mais on ne se remercie jamais assez. Donc, s'il vous plaît, dites-vous merci pour tout ce que vous êtes, pour tout ce que vous faites. Reconnaissez les choses qui font qu'on peut vous dire merci. Et comme il ne faut pas attendre le merci des autres, dites-le vous. Waouh! Magnifique. C'était bien de passer ce moment avec toi. Mais j'étais ravie. Et puis de découvrir voilà, qu'on peut être plusieurs. Ah oui, on peut être plein. On peut être multiples. Mais oui, j'ai même été chanteuse pour enfants pendant des années. Ouais. J'ai fait 8 albums pour les petits. Mais ouais. Et c'est pas dit que tu recommenceras pas. Et ce que j'ai cru comprendre, c'est que tes filles pourraient éventuellement prendre la succession. Ah, bah, j'ai une de mes filles, ma grande fille, Nina, qui est à l'American School of Modern Music. Elle fait du jazz, elle chante, elle compose, elle joue et elle reprend certaines de mes chansons. Je suis très fière. Et puis, quand on a été clown pour les anniversaires, là, ça impose le respect. Sophie, merci. C'est vrai. Merci. Cet entretien, vous pouvez le retrouver sur tous les réseaux, sur YouTube, en intégralité, sur Instagram, sur X. Et c'est un vrai bonheur de partager ça avec vous. À la prochaine fois.